tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous dédié au secteur spatial est de retour sur Bismart pour une édition mensuelle. Alors au programme de votre émission de l'actualité avec en invité Marino Franito, directeur commercial et des services de lancement chez Avio, alors même que l'ESA vient d'octroyer au constructeur de la fusée Vega un contrat de 40 millions d'euros pour mettre au point un étage réutilisable. L'espace se tourne vers la guerre et les financements pourraient bien se trouver là, eux aussi. Maxime Puteaux de Nova Space, Charles Becbédé d'Expansion et Sylvain Bataillard d'Hyperspace débattront en plateau de l'essor économique du virage défense du secteur spatial. Et puis on conclura avec une toute nouvelle séquence dans votre émission dédiée aux entreprises qui mettent à profit la donnée spatiale au service de l'environnement, une séquence en partenariat avec le SCO, le Space Climate Observatory. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec l'interview d'actualité. L'ESA confie à Avio un contrat de 40 millions d'euros pour concevoir un étage sur payeur réutilisable sur son lanceur Vega. Marino Franito, directeur commercial et des services de lancement chez Avio. Vous êtes en plateau avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors vous avez donc 2 ans pour livrer un projet de lanceur réutilisable ? Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement une première étape importante pour nous, pour préparer le futur. Je pense que ce n'est pas important uniquement pour Avio, c'est important pour toute l'Europe spatiale. C'est une question de souveraineté à ce stade. Absolument, absolument. Et ce contrat, bon, c'est un premier pas. Ce n'est pas un contrat qui va nous permettre d'arriver jusqu'au bout pour livrer un étage réutilisable. 40 millions, ce ne serait pas suffisant. Tout à fait. Mais c'est quand même une étape importante et surtout, ça va nous permettre de développer des briques technologiques qui seront utilisées pour un étage réutilisable européen. Et qui sera pas uniquement pour la famille de Vega, mais ça sera pour toute la famille de lanceurs européens qui vont exister un jour, j'espère. Donc on parle d'interopérabilité, c'est absolument, oui, absolument. Donc nous, vous savez, on a déjà lancé en 2015 la mission IXB, et on a la mission Space Rider dans le pipe, je dirais, disons, c'est une mission d'un avion, d'un space plane réutilisable. Donc, on a déjà développé, testé un vol et qualifié des technologies de rentrée atmosphérique avec la mission XV en 2015. Et la mission Space Rider, elle est encore plus évoluée, va vraiment nous permettre d'avoir à disposition un système de rentrée de l'espace vers la Terre, avec un atterrissage souple. Et donc, cet étage réutilisable, il va utiliser une partie des technologies qu'on a déjà testées, validées avec le XV et puis le Space Rider. Et en plus, on va rajouter des briques technologiques comme le réservoir et d'autres systèmes de propulsion qui seront utilisés pour cet étage. Donc, on est très content d'avoir signé ce contrat avec l'ESA et on est très content de préparer l'avenir de l'Europe. Alors, vous l'avez dit, c'est les premiers stades. On peut parler d'un processus de maturation pour l'instant qui va appeler évidemment d'autres étapes importantes. Est-ce qu'on a une idée du calendrier que ça représente, tout ça ? Alors, le calendrier, c'est difficile de faire des prévisions. C'est donc, la question cruciale aujourd'hui, le timing. Pour l'instant, on a un contrat de 2 ans. Donc, 2 ans, on devrait arriver à une CDR. Donc, c'est déjà une phase disons, de design, de conception avancée de cet étage. Après, arriver à faire voler un système complètement réutilisable, parce que bon, il y a déjà des projets de premier étage réutilisables en Europe, il y a Themis, donc il y a Maya Space qui s'engage là-dessus. Et nous, on est plutôt sur le 2e étage, donc qui est, je dirais, un peu plus complexe, parce que vous savez, bon, il y a SpaceX qui fait donc le Starship est très connu et on voit les problèmes et les difficultés qu'ils ont. C'est pas la même taille de vaisseau. C'est pas la même taille, mais parce que là, c'est pas du tout la même taille. On est quand même sur un petit lanceur. Alors, on le dit en titre, on vous compare un peu au mini Starship avec ce projet, mais c'est pas la même envergure en termes de C'est pas du tout la même taille, mais surtout, il n'y a pas de taille. Là, c'est vraiment le concept d'un étage réutilisable. Après,
Une fois qu'on a développé ces technologies, les technologies, a priori, sont applicables à n'importe quelle taille d'étage de lanceur. Avec les difficultés qu'on peut voir chez SpaceX notamment. Si on se prolonge un petit peu, se projette un petit peu, quand on compare par exemple avec le projet Ariane, qui au moment de ce processus de maturation, a mis après à peu près 10 ans pour une mise en service, Oui. sans compter les délais, les retards Ouais. de délais, etc., qu'on a connus. 10 ans, ça paraît très long en fait dans le contexte actuel. Vous l'avez dit, c'est une question de souveraineté. Comment vous allez convaincre le carnet de clients de patienter? Bah, d'abord, je dirais qu'on n'a pas besoin d'avoir un deuxième étage réutilisable pour convaincre nos clients, parce que nos clients sont déjà convaincus. Ils viennent chez nous régulièrement. On n'a pas un problème de carnet de commandes aujourd'hui, on a plutôt le problème inverse. Aujourd'hui, le problème, et c'est pour ça peut-être qu'on a besoin de réutilisabilité, parce que pour accroître la cadence, effectivement, avec un système expendable comme ce qu'on a aujourd'hui, et comme Ariane et comme Vega d'aujourd'hui, on n'arrivait pas à aller sous des cadences élevées comme SpaceX. Donc la réutilisabilité n'est pas n'est pas tellement un moyen de réduction de coûts ou pour avoir plus de clients, mais c'est un moyen pour avoir plus de flexibilité en production et pour arriver à aller sur des cadences plus élevées. Donc avoir effectivement un lanceur sur le pas de tir tous les 2 jours comme a fait SpaceX. Après, pour avoir un lanceur sur le pas de tir tous les 2 jours, il faut avoir des clients tous les 2 jours. Donc, Le marché européen sera peut-être pas suffisant pour ça. disons que nous, aujourd'hui, on n'a pas encore Starlink en Europe. Donc, on aura peut-être IRIS² qui va La effectivement constellation de alimenter, télécommunications effectivement, qui sécurisée. est très important pour d'autres raisons de souveraineté, dont ce n'est pas à moi d'en parler, mais effectivement, aussi IRIS², il y a un sujet de souveraineté important pour l'Europe. Et effectivement, IRIS² va aussi alimenter la chaîne de production des lanceurs parce qu'on va avoir besoin de lancer plus régulièrement. Mais on n'est pas encore sous la taille de Starlink, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si Starlink lance, si SpaceX lance 150 fois l'année, c'est parce que 100 lancements sont pour Starlink. Et même 120, parce que disons que les lancements commerciaux qui sont disponibles et ouverts au marché dans le monde, il n'y en a pas des centaines. Alors, la vérité, c'est qu'on a aussi des acteurs français, européens, qui sont obligés de se tourner aujourd'hui vers SpaceX. Et l'idée, c'est aussi de proposer une solution européenne à ces entreprises-là, ces startups qui ont besoin de lancer à bas coût aussi, même si ça reste un enjeu de bas coût. Absolument. Honnêtement, je pense, et j'en suis convaincu, qu'on n'a pas vraiment un problème aujourd'hui de compétitivité. Même avec nos lanceurs expendables, on voit que Vega et Ariane sont quand même compétitifs sur le marché. Moi, je parle pour Vega aujourd'hui et on n'a pas un problème de compétitivité contre SpaceX. On a plutôt un problème de disponibilité de lanceurs, on a un problème de cadence et on a un problème de tenue du planning. Parce que si on ne peut pas lancer quand on veut, on est obligé de mettre les clients l'un après l'autre et on les fait attendre. Et donc, ça crée un problème plutôt de cadence de lancement plutôt que de carnet de commandes. Alors, cette cadence qui freine un petit peu, c'est peut-être aussi lié aux méthodes de production. Est-ce que l'idée, c'est aussi de faire évoluer ces méthodes de production, d'industrialisation? Si vous voulez arriver à cet objectif-là, il faut être capable d'accélérer la cadence. Absolument. Il y a plusieurs choses. Comme je disais, il y a effectivement les briques de réutilisabilité qui peuvent favoriser le fait de pouvoir ajuster une cadence de production aux besoins réels de l'année, parce que quand on est sur des systèmes expendables, il faut bien prévoir à l'avance la cadence dans les 2-3 ans à venir pour éviter de dépenser trop de coûts fixes pour moins de lancements. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. L'Europe a été trop risque adverse et donc on n'a pas visé des cadences trop élevées pour la peur de se retrouver avec une cadence plus faible et donc de dépenser plus de coûts fixes en production. C'est une mauvaise stratégie finalement. Alors, est-ce que c'est une mauvaise stratégie? Je ne sais pas si c'est du commerce. Alors, si on parle de commerce, ça dépend. Est-ce que c'est mieux de faire plus de lancements, beaucoup plus de lancements avec moins de chiffre d'affaires par lancement, ou est-ce que c'est mieux de faire plus de profit par lancement et en faire moins? Ça dépend. Nous, nous, Avio, on est une société cotée en bourse. On est en Europe, on n'est pas aux États-Unis, donc les investisseurs n'achètent pas les rêves uniquement, peut-être un peu, mais surtout, ils regardent les comptes. Donc, il faut être en règle avec nos comptes. On voit des sociétés aux États-Unis qui sont valorisées 26 fois la valorisation d'Avio et qui font beaucoup moins de chiffre d'affaires et qui font des pertes sur tous les lancements. En Europe, ce n'est pas possible.
Donc l'Europe, c'est un système risque adverse à la fois sous les lanceurs et en bourse et dans tout ce qui concerne le business. Bien plus exigeant sur ce que vous Oui. devez proposer. Et finalement, vous parlez d'investisseurs, on peut terminer là-dessus. Ces 40 millions d'euros de contrats avec l'ESA, c'est aussi une main tendue vers les investisseurs européens pour dire tournez-vous vers Avio, on leur fait confiance? Nous, encore une fois, je ne sais pas si vous avez regardé le cours de l'action Avio la dernière année, je pense qu'on a pris 300%, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que les investisseurs, ils croient que Avio a un gros potentiel, ils croient que probablement que notre société est encore sous-valorisée par rapport à nos concurrents américains surtout. Ce n'est pas les 40 millions qui vont faire la différence. Je pense que c'est tout ce qu'on est en train de construire, c'est tout le système Avio et les perspectives que la société a qui donnent confiance aux investisseurs. Merci beaucoup, Marino Franito, d'avoir Merci pris à le vous. temps de venir répondre à cette actualité sur le plateau de Smart Space. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart. Le spatial se tourne vers la guerre. Contexte oblige, la défense est en croissance et veut s'armer du spatial pour garantir sécurité et souveraineté aux États. Et c'est peut-être finalement l'opportunité financière que les acteurs du secteur attendaient. Maxime Puteaux, conseiller industrie chez Nova Space, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Charles Becbédé, général partenaire du fonds Expansion, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et on a à distance depuis Bordeaux Sylvain Bataillard, cofondateur d'Hyperspace. Bonjour Sylvain Bataillard. Bonjour. Alors, Maxime Puteaux, vous avez produit chez Nova Space un rapport sur les programmes spatiaux à l'échelle mondiale et vous y épluchez les budgets de défense, budgets qui finalement augmentent à peu près tous. Exactement, oui. Le civil et la défense sont en croissance, mais depuis 2022, la défense dépasse le civil et représente aujourd'hui 54% des dépenses spatiales gouvernementales à hauteur de 73 milliards de dollars. Et on a un ratio civil-militaire qui évolue pas mal aussi. Alors la bascule a déjà eu lieu du coup en 2022 Ouais. et la défense a tendance à croître plus vite que le civil aujourd'hui. Ok. En France, par contre, on est un petit peu bloqué. Ça, c'est la grande question. Quel va être le budget accordé à la défense aujourd'hui? Alors, on a eu il y a quelques mois une annonce, préparation d'une nouvelle loi de programmation militaire, augmentation du budget. C'était à l'époque où Sébastien Lecornu était donc ministre des Armées. Il est passé depuis Premier ministre. Et au moment où on enregistre cette émission, elle a démissionné. Donc, peut-être que le temps que cette émission soit diffusée, nous aurons un nouveau gouvernement. En tout cas, on en est là et on est un peu bloqué pour évoluer. C'est pas non plus une augmentation spectaculaire. On passait de 700 millions à 1 milliard par an à peu près. Et puis, donc, sachant que le budget du CNES, lui, c'est à peu près 3 milliards, dont 1 milliard pour le fonctionnement de l'ESA. C'est pas grand-chose par rapport à ce qu'à l'annonce du ministre de la Défense fédéral allemand, Bien sûr. donc de 35 milliards. Sur 35 5 milliards, ans, voilà, je crois. c'est ça, hein, Donc d'ici c'est 2000. sur 5 ans. Civil et défense. Oui, et défense. Civil et défense. Donc voilà. Donc alors heureusement, il y a aussi quand même l'annonce du cadre financier pluriannuel européen donc par Ursula von der Leyen en septembre, avec une enveloppe qui va de 40 à 65 milliards sur 2028-2032. Donc ça fait quand même entre 7 et 10 milliards par an. Donc sur le spatial. Donc bon, après, avec tous ces chiffres, espérons que l'Europe va pouvoir tenir son rang. Mais la France, puisque c'était la question, on a de gros doutes. Et donc, il faut se réveiller à un moment où il y a des contraintes budgétaires énormes. Donc, en effet, c'est un challenge. Mais je crois que les acteurs privés sont aussi prêts à jouer leur rôle. Les industriels voient bien quand même qu'il y a un marché qui explose, une demande. Donc c'est un peu une divine surprise pour eux parce que ça allait très très mal au niveau du civil et de l'institutionnel. Donc là, la défense, ça leur permet de recouvrir un petit peu d'oxygène. Et puis les investisseurs, ça c'est notre job de les mobiliser. Les entrepreneurs, ils sont là, la preuve, il y a Sylvain, et ils sont très actifs et on essaye de les accompagner. Ouais. Sylvain, en tant qu'entrepreneur du spatial, ce climat politique, alors même qu'on a une espèce d'émulation et l'arrivée de nouveaux financements, qu'est-ce que ça donne pour un acteur du secteur? Tout à fait, c'est sûr que ça fait une dichotomie intéressante entre, en même temps, l'instabilité politique actuelle qui fait qu'on ne sait pas trop où on va, mais en même temps, on a clairement vu une augmentation des budgets et sur le spatial
et sur la défense. Maintenant, je tiens quand même à rajouter un petit bémol sur cet aspect augmentation des budgets de défense, puisque beaucoup de ces budgets défense, l'essor de ces financements augmente pour une bonne partie pour des ressources pour augmenter la production. Donc on est là sur des systèmes déjà parfaitement existants, déjà en phase opérationnelle. Donc là, c'est vraiment pour avoir un ramp-up très fort de la production de tous ces systèmes, vu le cadre géopolitique actuel. Mais bien entendu, il y a une partie sur tout ce qui va être innovation dans le spatial, innovation dans la défense. Alors, tout de même, le spatial a toujours eu une dualité intrinsèque. Les technologies spatiales sont pour moi par nature duales. Et le petit changement, je pense, c'est que depuis la guerre en Ukraine, on s'est vraiment rendu compte que ces technologies sont devenues un socle de la supériorité opérationnelle. Aujourd'hui, aucune armée sans spatial, aucune armée ne peut voir, communiquer, coordonner ses actions. Donc il y a tout cet aspect-là qui fait que le spatial et la défense fusionnent un petit peu, et c'est un contexte en tout cas très intéressant. Aller vers des technologies déjà existantes, augmenter les productions, c'est ce que vous constatez de la part des investisseurs? C'est-à-dire qu'il y a aussi des projets flagship, donc le mur anti-drone, le bouclier antimissile, le bouclier spatial. Donc il y a des méga projets et donc ça stimule évidemment l'offre. Oui. Et puis ça va se traduire par des commandes à un moment. Ouais. Mais bon, là maintenant, alors, il y a beaucoup d'annonces, il y a des perspectives. Ce qu'il faut, c'est que ça se traduise dans les faits. Ouais. Donc, alors on sent que les Allemands, je le disais tout à l'heure, ils y vont à fond. Donc nous, il faut vraiment qu'on se ressaisisse et qu'il y ait, parce qu'on n'a pas le choix. Et d'autant plus que on voit bien sur le conflit ukrainien qu'il y a une entrepreneurialisation. Start-upisation Ouais. de la défense, en fait. C'est pas nouveau. Nouveau modèle qui pendant sont la en Seconde train Guerre mondiale, d'arriver, on a ouais. eu les commandos qui sont apparus. Mais là, c'est pareil. Et en Ukraine, c'est vraiment... C'est au niveau de la brigade que ça se passe. La brigade, elle choisit ses équipements. Elle va même chercher ses propres financements. Et elle est très autonome. Et on fait confiance à des entrepreneurs pour développer des solutions sur le terrain qui sont ensuite testées. Et ça correspond à cette phase que traverse l'industrie spatiale, cette troisième grande phase que traverse cette industrie, qui est après la phase, je dirais, géopolitique et de prestige, après la phase commerciale, mais des grandes entreprises un peu oligopolistiques qui travaillaient avec les grandes agences internationales. Là, maintenant, on est dans une phase de business normal, avec des entrepreneurs, des boîtes privées, et puis des financiers, et un marché qui est solvable. Oui, qui se consolide aussi, avec parfois de nouveaux entrants. Donc on a cette espèce de mouvement du New Defense qu'on commence à lire. Alors, vous savez que dans la presse, c'est vrai qu'on aime bien marketer les mouvements, mais c'est plus facile d'en parler ensuite. Et ce modèle-là de nouvelle façon de faire qui attaque la défense, il vient peut-être aussi des États-Unis. Il faut comprendre aussi que le monde de la défense, ces cycles d'innovation, ils sont très très lents. On parle de 20 à 30 ans. Et la guerre en Ukraine est un accélérateur où on se rend compte que le spatial est dual. Pour rappel, c'est un missile interbalistique intercontinental qui a lancé Sputnik avant de devenir un lanceur. Et c'est bien pratique. Et on se rend compte aussi que tout cet écosystème-là, il peut, comme le disait Charles, innover très rapidement. Là où encore on est sur des cycles de développement qui étaient très très longs. Et on a à la fois des nouveaux entrants dans le secteur de la défense qui s'intéressent au spatial, mais on a aussi des acteurs du spatial, émergents, New Space, qui s'intéressent à la défense. Et le spatial, évidemment, part de nature un double usage, dans l'observation de la Terre, les télécoms. C'est plutôt l'usage que l'objet en tant que tel qui détermine le caractère double usage. Et c'est assez porteur. Et on voit les agences gouvernementales s'adapter. Au Bourget, il y a eu beaucoup d'annonces où justement, l'idée était de raccourcir les temps de développement, de donner leur chance aux entreprises émergentes pour tester, pour avoir le droit de se planter, puisque tous ces écosystèmes entrepreneuriaux, ils testent, parfois ça fonctionne, parfois ça échoue. Et aux États-Unis, on voit énormément de mouvements là-dessus. Il y a Anduril qui est assez emblématique, une entreprise qui a été créée en 2017, qui est très active dans les drones terrestres, aériens, sous-marins.
qui aujourd'hui est valorisé à 30 milliards, et qui s'intéresse aussi au spatial. Donc il y a une grande porosité dans tous ces écosystèmes, et on va voir la même chose arriver en Europe. S'intéresse au spatial parce qu'elle commence à nouer aussi des partenariats avec l'Allemagne, encore une fois en avance sur nous. Endurer les Rheinmetall, en effet. Ouais, un missilier, un canonnier qui s'intéresse avec quelqu'un, qui se partenariat avec quelqu'un qui vient du logiciel. Et ça, c'est intéressant de voir ces nouveaux entrants arriver, challenger aussi des sociétés comme la vôtre, Sylvain Bataillard. C'est-à-dire que vous avez... alors vous travaillez depuis longue date avec la DGA, par exemple. Ça veut dire que, alors sur d'autres secteurs, mais vos concurrents en termes de possibles financement, ce sont des acteurs qui viennent du logiciel ou autres, et qui viennent entrer et essayer d'attraper des parts de marché de la défense. Oui, tout à fait. On voit clairement ça. En plus, on voit vraiment, comme vous l'avez mentionné, une offensive des acteurs américains où vraiment cet aspect New Defense est né, venir s'implanter en Europe et venir, se greffer sur les budgets européens qui sont déjà un peu plus faibles, beaucoup plus faibles que ceux présents aux États-Unis. Mais en effet, je pense que c'est intéressant de voir aussi ce raccourcissement de cycle, ce changement de paradigme, de façon de faire dans la défense. Nous, on le voit, comme vous l'avez dit, on travaille beaucoup avec la DGA. Et en effet, eux aussi, il y a ce shift en interne qui se fait de voir les choses différemment, moins d'aversion au risque. On accepte les développements plus courts, on accepte qu'il y a des choses qui cassent pour avoir un développement plus itératif, un petit peu comme le New Space a commencé il y a maintenant 15 ans avec SpaceX. Mais pour ça, il faut de l'argent, pour avoir le temps de casser. L'argent, il est là. Alors, l'argent, il y a 35 000 milliards d'euros en Europe dans les différents gestionnaires de capitaux et les épargnants européens. Le problème, c'est qu'il n'y a que 10% qui s'investit dans le risque, dans les actions. Aux États-Unis, c'est 45%. Donc, si on avait le même ratio, là, tout d'un coup, je vous ai trouvé 10 000 milliards d'euros. Bon, alors, donc, il y a un problème culturel, il y a un problème qu'il faut flécher davantage de cette épargne vers la prise de risque, vers les actions, non cotées, le coté. Beaucoup de gens travaillent là-dessus. Mais justement, ce qu'il y a de très intéressant sur ce dont on parle ce soir, c'est qu'on a une opportunité, là, d'un marché solvable qui va nous permettre de tenir notre rang au niveau européen et de recouvrer notre souveraineté. Et puis d'être crédible au niveau de notre défense vis-à-vis des éventuels adversaires, parce qu'on l'a bien vu, nos arsenaux sont vides et on n'a pas investi suffisamment pour être crédible. Si on veut, c'est civis pacem parabellum, et la guerre, il faut tout faire pour l'éviter. Mais pour l'éviter, faut que l'adversaire n'ait pas envie de régler ses éventuels conflits avec nous par la force. Pour ça, il faut le dissuader. Donc, on parle beaucoup de dissuasion nucléaire, mais là, il s'agit d'une dissuasion non nucléaire, c'est une dissuasion technologique, conventionnelle, et ça passe beaucoup par le spatial. Et le spatial, d'abord, ça va être l'accès à l'espace. Actuellement, on a un problème d'accès à l'espace. C'est bien qu'on ait Ariane 6, on a Vega aussi, développé par Avio. On avait Marino Franito il y a quelques instants sur ce plateau pour nous parler. Mais c'est trop cher. C'est trop cher au kilo. Donc c'est pour ça qu'il y a des nouveaux acteurs qui se sont lancés depuis quelques années déjà, dont Hyperspace, mais aussi je peux citer Latitude, parce qu'on est également actionnaire chez eux, et il y en a beaucoup d'autres ailleurs, bien sûr, en Europe, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, et qui développent des nouveaux lanceurs. Pour l'instant, ce sont des petits lanceurs, mais ces lanceurs, ils sont économiquement viables. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être compétitif face aux Américains. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir ce ruissellement technologique, ou en tout cas financier, et peut-être en premier lieu pour le secteur des lanceurs aujourd'hui, qui peuvent bénéficier de cet essor de la défense ? Les lanceurs, mais les télécoms, l'observation de la Terre, qui historiquement est très militaire, en bénéficie énormément. On voit énormément de projets de constellations à plus haute revisite, revoir plus fréquemment, revoir aussi de manière plus diversifiée, c'est-à-dire dans des bandes de spectre élargies, en voir en radar, chose qui était autrefois l'apanage de gros satellites, donc de grosses entreprises. Ça arrive, c'est disponible aujourd'hui. Vous avez ICEYE en Finlande, qui maintenant vend à l'appel des petits satellites radars qui permettent d'avoir une revisite quasi complète et de voir de jour comme de nuit.
Et c'est assez complémentaire. Donc ces budgets-là vont ruisseler et vont avoir un vrai effet de levier. Après, il y a une question aussi de quel type de contrat ou d'argent on parle. La R&D, c'est bien, Sylvain pourra commenter, mais en général, la R&D n'a pas l'argent. Les contrats de R&D n'ont pas la même valeur que des contrats de service. Parce que le contrat de service, il y a une obligation de livrer et on est jugé sur pièce. Là où sur la R&D, c'est plutôt vu comme une facilité, un accompagnement. Donc, il y a un enjeu aussi d'ouvrir les appels d'offres, de les rendre accessibles pour ce secteur-là et que ce secteur-là fasse leur preuve. Et c'est aussi là qu'on va avoir une relative sélection des acteurs qui sont capables de délivrer en temps, en heure, en qualité, et de ceux qui sont un peu promis. Et de façon compétitive. Il nous manquerait peut-être des gros projets qui porteraient une certaine impulsion. Vous avez mentionné tout à l'heure le Dôme d'Or, le Golden Dome aux États-Unis, qui a priori va générer énormément d'activités. Alors, la question c'est est-ce que c'est réaliste ou pas? Est-ce que ça va exister? En tout cas, les acteurs sont prêts à saisir l'opportunité. Du caractère bien fondé du projet, la question de la part qui sera dévouée aux startups ou aux entrants, elle est en débat. Et en général, ce qu'on voit, c'est que plus les projets d'infrastructure sont complexes, moins les nouveaux entrants ont une place qui leur est laissée. J'en veux pour preuve ce qui se passe avec Iris Square, où la part aux entreprises émergentes est de temps à être de plus en plus réduite. Donc moi, je crois plutôt au contraire, c'est dans le foisonnement des projets où on va essayer d'incuber, de donner sa chance, de piloter, de faire la démonstration. Mais l'argent de saupoudrage, d'amorçage, il est là. L'enjeu, c'est vraiment d'être capable de faire... C'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après, c'est de traverser ce qu'on appelle la vallée de la mort et d'avoir donné suffisamment de résilience à ces sociétés pour qu'elles puissent ensuite passer cranter et arriver au niveau opérationnel. Sylvain Bataillard, peut-être un mot sur cette résilience nécessaire pour percer cette vallée de la mort. Oui, tout à fait. Surtout quand on arrive dans tout ce qui va être innovation de rupture, où on développe vraiment une technologie, où il faut la faire maturer, qu'elle trouve son marché, qu'elle trouve son usage. Et là, c'est sûr que c'est un petit chemin qui peut être plus ou moins compliqué en fonction du contexte, beaucoup, en fonction des entreprises. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vraiment avoir, en effet, ce foisonnement de projets qui permet de découvrir de nouveaux usages, de nouvelles technologies et vraiment d'avoir de l'innovation de rupture et développer des nouvelles choses. Et ça permet aussi de garder l'Europe à la pointe et du spatial et de la défense et de ne pas se faire complètement distancer par nos compétiteurs, adversaires, / alliés, un petit peu tout le monde. Mais oui, je pense que c'est très très important, d'autant plus que chaque euro investi dans le spatial et la défense et le spatial de défense a un effet vraiment multiplicateur pour l'économie civile par l'innovation, la diffusion des technologies, la création d'emplois qui sont à haute valeur ajoutée. Ce ruissellement, puisqu'on utilisait le mot ruissellement, ce ruissellement structurel, il justifie pleinement que l'espace soit désormais considéré non seulement comme un outil civil, un outil militaire, mais aussi comme une infrastructure économique stratégique pour la souveraineté européenne, puisqu'on parle beaucoup de souveraineté aussi, l'aspect chaîne d'approvisionnement, ne pas avoir des composants ITA issus des États-Unis. Donc ça, c'est très, très important. Oui, c'est important de le rappeler. Moi, j'aimerais qu'on aborde ce sujet, c'est-à-dire qu'on parle de cette aubaine que peuvent représenter la défense, mais il y a aussi beaucoup de contraintes pour développer un marché sur la défense. Vous avez parlé de ces réglementations, vous avez cité l'ITAR. Quand on exporte une technologie aux États-Unis, on perd aussi un petit peu de son secret technologique au passage. On ne peut pas se permettre ça avec n'importe quelle technologie en Europe quand on parle de souveraineté, quoi. C'est vrai que les Américains sont malins et si on veut conquérir des parts de marché là-bas, ils vont demander à ce qu'une filiale soit créée, d'engager des ingénieurs sur place, de faire évoluer peut-être la solution européenne. Et à ce moment-là, paf, on n'est plus ITAR-free. Oui. Donc, il faut vraiment être très prudent et j'invite les entrepreneurs qui sont sur ces sujets de s'entourer des meilleurs conseils pour éviter les pièges. Oui, mais voilà, ils vont là où les contrats se présentent. Oui, mais on l'a vu aussi, il y a un marché européen solvable très important. Il y a tout à faire. Donc, le nombre de satellites, enfin, dans votre émission, on connaît ça par cœur, était il y a 4 ans, il y avait 4000 satellites. Là, on est à 13 000 d'après le baromètre de trafic orbital de Look Up Space. 40 000 dans nos prévisions dans les 10 prochaines années. Donc, ce sont des dizaines de milliers de satellites qu'il faut fabriquer en mode low cost
il faut les lancer. Donc, on a parlé d'accès à l'espace. Il faut éviter qu'ils se percutent les uns les autres aussi, accessoirement. Donc, ça, c'est le SST, Space Surveillance Traffic. Et on a pas mal de belles entreprises en Europe qui sont en train de se développer sur ce créneau pour cartographier parfaitement tous les objets en orbite, les débris comme les satellites. Donc ce mouvement migratoire qu'on peut constater, vous pensez qu'il n'est pas voué à... Nous, en ce moment, on pense que nos entreprises, on investit en Europe, on accompagne des entreprises européennes. Il y a déjà pas mal à faire en Europe. Après, il y a des marchés en Asie, au Middle East. Les États-Unis, bien sûr, c'est le vrai marché. Il faut aller à Colorado Springs et ailleurs et essayer de... Mais avec prudence. D'autant plus que on a un peu un débouclage un peu entre ces deux continents. Les Américains vont toujours favoriser les solutions américaines. Donc, c'est peut-être qu'il faut patienter un petit peu. Il faut être prudent, c'est sûr. Ouais. Et puis en plus, les entreprises sont en plein développement. Elles ne sont pas encore peut-être mûres même pour affronter le grand marché américain. Moi, je suis assez prudent sur cette capacité d'aller à l'export. Il y a de belles opportunités en tant que fournisseur des Américains. Produire aux États-Unis, ça coûte cher. Ça vient avec plein de contraintes. Et ensuite, réexporter, on l'a vu et on l'a dit, c'est compliqué. Mais il y a énormément de produits aujourd'hui de satellites américains qui ont des composants européens, parce qu'ils sont très performants, parce qu'ils sont beaucoup plus abordables. Et donc, c'est un levier d'entrée. L'aventure américaine, il y en a qui ont essayé, il y en a qui ont eu des problèmes. Il faut trouver le bon curseur. Et donc... On a des acteurs comme Anywaves récemment, qui ont annoncé une implantation aux États-Unis. Qui a pris une formule relativement intelligente. Là où on a vu il y a 20 ans, des gens ont tenté l'aventure du petit satellite aux États-Unis, et les portes des appels d'offres n'ont jamais été ouvertes. Et à la fin, c'était ont soit disparu, soit ont été rachetés. Donc, l'aventure américaine, elle se tente à nouveau, mais avec prudence, avec intelligence, considérant que l'Atlantique est de plus en plus large, les deux bords sont de plus en plus éloignés, et il faut aussi voir le coût de l'opportunité. Par rapport à d'autres marchés export. Évidemment, en Europe, on a aussi nos propres contraintes. On ne veut pas vendre à certains pays, je pense notamment à la Chine. Mais il faut aussi comprendre que des fois, donner une coloration américaine à certains produits, ça peut aussi fermer certains marchés. Donc, c'est une question de curseur à trouver. Est-ce que ça veut dire mettre ce qu'on appelle un firewall, une muraille de Chine, où on sépare les deux entités? Est-ce qu'il y a une continuité, une partie de la production qui commence en Europe, terminée aux États-Unis? C'est une formule qui finalement est adaptable pour chacune de ces sociétés. Mais là, il va falloir maturer tous ces process et ces possibilités. Dans un monde d'incertitude où les règles du commerce mondial changent tous les jours. Je reviens tous les jours. 2 secondes sur l'accès à l'espace. C'est qu'actuellement, aux États-Unis, et pour l'accès à l'espace, bien sûr, il y a SpaceX, il y a quelques autres entreprises, mais sur le micro-lanceur, sur l'envoi d'un satellite de 200 ou 300 kilos, ils ont Rocket Lab, qui vaut 24 milliards de dollars en bourse, mais qui perd de l'argent à chaque lancement. Et c'est là où c'est intéressant ce que fait Hyperspace ou Latitude ou d'autres. Ou Sirius Space, pas mal d'acteurs. C'est de faire d'être très compétitif et de gagner de l'argent à chaque lancement. C'est ça qu'ils vont faire dans 3-4 ans. Et là, il y a un marché évidemment très important en Europe, et puis c'est important pour notre souveraineté, mais il y a aussi là un marché aussi chez les Américains, on verra. Ça sera intéressant, parce que pour l'instant, la solution qui existe là-bas, elle est chère. Sans compter que quand on est européen et qu'on vole aux États-Unis, en envoyant son satellite aux États-Unis, on l'importe et on le lance dans l'espace, c'est considéré comme une exportation, donc ça rajoute une complexité supplémentaire. Bien sûr, technologique et de droit. Exactement. Et donc de process et d'administratif. Qui sont parfois lourds à gérer. Sylvain Bataillère, un mot peut-être sur cette aubaine que représente le secteur de la défense pour vous aujourd'hui et demain pour votre activité, avant de conclure cette émission. C'est sûr que du côté Hyperspace, vu on développe vraiment surtout on développe des services de lancement basés sur une technologie de propulsion innovante. Donc forcément, la dualité est vraiment, c'est intrinsèque à tout ce qu'on fait. Donc forcément, il y a beaucoup d'opportunités, que ça soit de l'offre de services de lancement orbital, suborbital. Là, il y a pas mal de grands groupes et de startups qui sont intéressés, que ça soit pour le civil comme pour la défense, pour qualifier, même pour du suborbital, pour qualifier des équipements en réentrée à vitesse très élevée. Il y a vraiment énormément d'opportunités pour une entreprise comme nous dans la défense.
Donc Alors, pour conclure, la prochaine destination, vous avez tous les deux envie de rajouter un petit mot là sur ces projections hypersoniques, vous disiez Hypersonique, Maxime c'est la nouvelle étape clé dans les technologies missiles. Pouvoir tester, apprendre rapidement, aussi déployer. Sera une des composantes du Golden Dome. Avoir cette capacité-là et la développer et la maîtriser en France et en Europe, ça sera critique. Et donc, c'est très bien d'avoir des sociétés comme ça. Si je peux ajouter aussi, n'oublions pas les petites capsules, les mini-stations spatiales privées automatisées qui commencent à arriver et qui sont en cours de lancement, enfin de préparation et qui pourraient être le réceptacle de certains équipements qui pourraient ensuite être déployés sur un éventuel champ de bataille si cela était nécessaire. Si nécessaire. On espère bien sûr que ces projections resteront dans le domaine de la paix. Évidemment, merci à tous les trois d'avoir participé à ce talk sur la défense spatiale. On enchaîne quant à nous avec une dernière interview, l'espace durable sur Bismart. L'espace durable, c'est une nouvelle séquence dans l'émission que nous vous proposons en partenariat avec le SCO, le Space Climate Observatory, qui promeut la mise en application des données spatiales au service de l'environnement. Vous découvrirez sur ce plateau ceux qui transforment la donnée spatiale au service de la Terre. Et aujourd'hui, on reçoit Basile Goussard, le cofondateur de Net Carbone, qui propose un diagnostic carbone par satellite, si on peut dire. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, l'idée, c'est d'adresser votre service à qui concrètement ? Alors aujourd'hui, on va travailler avec les acteurs de l'aménagement au sens large. On va travailler avec les territoires, on va travailler avec les responsables de la construction, ainsi que les gestionnaires d'infrastructures. Ok, du pro. Du pro, exactement. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de foncier. Et sur ce foncier, on va pouvoir agir pour essayer d'absorber un peu plus de carbone. Aujourd'hui, on sait qu'il y a trop de carbone dans l'atmosphère. Donc, il faut évidemment réduire nos émissions de CO2. Mais il faut aussi augmenter la captation de carbone. Et donc, c'est pour ça qu'avec ces acteurs, on travaille pour renaturer, pour remettre de la végétation, pour absorber davantage de CO2. Est-ce que vous avez une idée de l'échelle que ça peut représenter ? Un bâtiment, par exemple, un projet de construction ? Comment vous pouvez influencer ? À quel point est-ce que vous pouvez mesurer l'influence sur un diagnostic carbone ? Je peux prendre un exemple très concret. On a travaillé avec Anglette sur une cour d'école où l'objectif, c'était de pouvoir renaturer la cour d'école. Et dans ce contexte-là, Anglette a donc pris un abonnement à l'application. Sur cet abonnement, on va avoir donc 3 étapes. La première, c'est un état des lieux, donc savoir combien est absorbé de CO2. Ensuite, c'est une simulation pour essayer de construire un scénario pour s'améliorer. Et avec Anglette, on est à peu près à 50 tonnes de CO2 absorbées via la mise en place de végétation. D'accord. Donc 50 tonnes, évidemment, si on met ça au regard des émissions de CO2, ça peut sembler négligeable, mais au fur et à mesure, à force de remettre de la nature, à force de remettre de la végétation, on peut aller beaucoup plus loin et absorber beaucoup plus. L'idée, c'est quoi ? C'est aussi de proposer une standardisation, peut-être, à terme, de l'aménagement, de l'urbanisation aujourd'hui ? Alors, ça serait exactement la vision, et c'est celle qu'on porte aujourd'hui. En fait, tous les projets d'aménagement et toutes les gestions d'infrastructures ont la capacité d'aller absorber un petit peu de carbone, d'aller rendre nos villes plus vivables en mettant de la végétation pour le carbone, pour réduire les îlots de chaleur. Pour ça, c'est nécessaire déjà de savoir où on en est, donc d'avoir un état des lieux. Et c'est ce que propose la donnée satellite, c'est d'avoir cet état des lieux, cette vision d'ensemble facilement. Et ensuite, que chaque projet, on puisse passer à la moulinette de Net Carbone pour essayer de l'améliorer un petit peu, pour essayer de remettre de la végétation. Et finalement, si aujourd'hui, je vous pose la question, combien absorbe un arbre ? C'est déjà un petit peu compliqué, mais combien absorbe tous les projets de renaturation, projets de cours d'école par exemple à Paris Oasis, ou même combien absorbe la ville de Paris en carbone ? C'est des questions compliquées, c'est tout ce qu'on propose. Et puis après, on propose de s'améliorer avec notre outil de simulation. D'accord. Alors concrètement, pour faire ça, vous utilisez de la donnée spatiale, c'est-à-dire que vous la récupérez de quel satellite, comment vous la recevez, comment vous la transformez ? Alors, on s'appuie sur les données aériennes et des données satellites pour avoir de la photo à très haute résolution. Donc, on va travailler avec des données satellites, par exemple, de Pléiades, qui sont des données qui permettent d'avoir du rouge, vert, bleu et du proche infrarouge. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que le proche infrarouge, que nous n'avons pas la capacité de voir, répond très bien à la végétation. Donc, ça permet de détecter très bien la végétation. Et avec cette donnée satellite, on vient pouvoir classifier l'occupation des sols. Donc, savoir s'il y a du bâti, de la prairie, de la végétation haute comme un conifère,
un feuillu. Et donc, sur chaque typologie d'occupation des sols, on adosse à ça un stock de carbone et une captation de carbone. D'accord. Donc vous convertissez, disons, l'espace au mètre carré avec une prospection de ce que ça peut représenter, dirons-nous. C'est ça. Ok. Ça permet d'avoir un état des lieux précis à quelques centimètres de la captation et du stock de carbone, ainsi qu'en utilisant des données complémentaires comme les données du programme Copernicus Climate Change Services, donc c'est les données climatiques. Projet européen, encore une fois. D'avoir en complément aussi des informations sur la température, sur le vent, pour aller même jusqu'à mesurer les îlots de chaleur urbains et donc savoir la température qu'il y a sur cette place à tel endroit. Il faut convaincre les acteurs que cette donnée existe et qu'elle a le pouvoir de changer les choses. Alors aujourd'hui, ce qui est quand même très intéressant, c'est que la plupart des acteurs commencent à prendre le sujet à bras-le-corps. On sent vraiment une volonté d'agir, une volonté de renaturer. Ce qui sera encore plus moteur, évidemment, c'est à partir du moment où ça deviendra une obligation, un standard. Mais aujourd'hui, déjà, la quasi-totalité des acteurs avec qui on échange sont conscients de l'impact que peut avoir la nature. Ils sont conscients qu'ils sont obligés de s'adapter au changement climatique, d'adapter leurs projets d'aménagement au changement climatique, donc de les rendre plus vivables, d'avoir plus de végétation pour rafraîchir, mais aussi d'atténuer le changement climatique. Et pour ça, la végétation est extraordinaire parce qu'elle absorbe du carbone. Donc aujourd'hui, les acteurs sont assez convaincus et ils n'avaient pas d'outils. Donc on arrive avec une solution. Et ça coûte cher de travailler sur de la donnée spatiale, d'utiliser de la donnée spatiale? Alors, beaucoup moins cher que ce qui pourrait être fait en allant sur le terrain. C'est ça où toute la force du satellite, c'est-à-dire que la donnée spatiale, la donnée par exemple aérienne, comme celle qui est mise à disposition par l'IGN, c'est de la donnée qui est open, donc c'est la donnée qu'on peut récupérer, qu'on peut traiter. La donnée Pléiade a un coût, mais c'est de la donnée qui va permettre de pouvoir définir une occupation des sols partout sur Terre. Là où on serait obligé d'aller sur le terrain et de pouvoir, par exemple, définir ce qu'il y a comme occupation des sols et même aller plus loin parfois, aller mesurer le carbone. Donc ça revient finalement beaucoup plus cher pour pouvoir avoir une information, alors que finalement, là où le spatial permet d'avoir une information moins chère et surtout homogène et partout. Vous avez travaillé avec le SCO pour développer votre service, ou en tout cas pour mettre en valeur au mieux ces données-là. Est-ce que vous en faites? Oui, on a eu le soutien dès le départ du SCO. Alors, on n'avait pas déposé de projet SCO au tout début, mais on a suivi l'aventure SCO quasiment au lancement et on a trouvé que c'était une initiative assez extraordinaire. Déjà, le spatial, c'est aujourd'hui le carburant pour mesurer les changements climatiques. La plupart des données du GIEC proviennent des satellites d'observation de la Terre. Près 80% des données, de toute façon, sur l'environnement et le climat proviennent de données spatiales. Donc la force du spatial est extraordinaire et le fait d'avoir lancé cette initiative qui est le SCO, ça a été pour nous assez logique de pouvoir essayer de participer à cette aventure. Et on a eu la chance, il y a à peu près un an, de déposer un projet dans le cadre du SCO et on a été sélectionné. Et donc, on a été accompagné sur un an pour la construction de ce projet, financé en partie par le Space Climate Observatory et surtout accompagné par le Space Climate Observatory. Et c'est quoi ce projet précisément? Alors, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on avait un état des lieux. On avait un outil de simulation qui était à améliorer. Donc, dans le cadre du Space Climate Observatory, on a pu améliorer cet outil de simulation. Donc, elle est beaucoup plus finement sur la quantification des stocks de carbone, elle est beaucoup plus finement sur la détection des îlots de chaleur urbains avec cet outil. Et surtout, on a pu construire un système de notation. Autrement dit, on va pouvoir comparer les projets d'aménagement. C'est-à-dire que je peux faire une première version du projet d'aménagement et je vais avoir A sur la partie artificialisation, B sur la partie îlot de chaleur, C sur la partie stock de carbone. Et ce système de notation, on l'a construit avec le SCO pour être en capacité de faire plusieurs projets et de pouvoir définir quel serait le meilleur projet pour ma place, pour mon quartier
ou par exemple pour mon projet de construction. Garantir aussi une agilité pour votre offre de service et les acteurs qui viennent vous voir. Merci beaucoup Basile Gossard d'avoir pris le temps de venir nous présenter cette activité chez Net Carbone et ce service que vous avez développé grâce notamment aux données spatiales mais aussi aériennes. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition de Smart Space. On se retrouve dans quelques semaines sur Bismart.